Donc pour cette partie, nous allons jouer une armée ETC, 1850 points, qui va se composer en 3 détachements. Je joue Dark Angel allié Space Wolf, 2 détachements en Dark Angel et un détachement en Space Wolf. Le premier détachement en Dark Angel se jouera avec un CAD classique, donc une armée, tout ce qu'il y a de plus simple en interarmée. Nous aurons Samael en seigneur de guerre, nous aurons du Kuntaz pour cette partie. 6 Black Knight en élite, avec une bannière de désengagement et un apothicaire. Nous aurons ensuite en troupe 2 escouades de scouts qui auront pour cette partie chacun des capes de discrétion et des bolters. Nous aurons aussi un Dark Shroud évidemment, parce qu'on joue Dark Angel. En deuxième détachement, nous allons avoir un conclave Dark Angel avec Ezekiel et 2 motards Seeker niveau 2, dont un avec l'œil de l'invisible, qui permet d'apporter une petite base de psy. Et puis pour finir, nous aurons un détachement Space Wolf, Champion of Fenris, qui demande en schéma obligatoire au moins un QG et 2 élites. Nous aurons 4 QG, qui seront 4 fois le même QG, 4 Battle Leaders, chacun avec la 2+ de sauvegarde, la 3+ invulnérable, la moufle et le gros chien, et chacun 2 chiens. Tous ces gens-là étant des personnages indépendants, le principe c'est que tout le monde va rejoindre ce pack-là. Et en élite, nous aurons 2 serviteurs, que nous appellerons Timmy et Timmy. Quelle qu'elle soit, sur un 6, ça blesse tout le monde. Nous allons jouer un scénario numéro 1 en matière de scénario ETC, qui signifie que la partie se jouera en marteau et enclume, donc sur la longueur de table. 5 objectifs qui comptent à la fin, qui sont placés un ici, un là, un là, un là, un là et un là. L'objectif qui ne compte pas à la fin de la partie sera celui-là. Les zones de déploiement ont été tirées aléatoirement. J'ai gagné la zone de déploiement, je me suis donc déployé vers l'endroit qui me permettait de cacher un maximum mes petites troupes que je veux protéger. En matière de pouvoir psy, nous avons décidé de jouer ce match avec l'invisibilité. Nous pourrions choisir pour le test de ne pas la jouer avec invisibilité, précisément pour voir ce qui se passe dans ce cas-là. Mais nous avons décidé de jouer le match dans les conditions optimales, pour les 2 armées d'ailleurs. Les 2 armées ont une invisibilité. En ce qui me concerne, j'ai une invocation de démon, une invisibilité dans les pouvoirs importants, une plainte et une préscience. Notre ami Brom aura tiré son invisibilité, aura tiré ses pouvoirs de relance, que ce soit les guides, plaintes. Tu as un autre pouvoir particulier ? J'ai 2 présciences en fait. Sur chaque prophète, j'ai une préscience. Et voilà. Et après, j'ai du coup... j'avais chopé 2 plaintes, une invisibilité et l'ignore cover. Et l'ignore les couverts, oui, très important pour ce match, puisque mon armée fonctionne entièrement sur les couverts, les Black Knight, grâce au Dark Shroud représentant une sauvegarde de 2+ de couverts relançables. Le principe, le combo général de l'armée consiste à avoir des personnages indépendants placés devant une moto. À chaque fois que ce personnage prend une blessure, il va chercher à transférer la blessure sur la moto qui est derrière lui. Cette moto zigzag, donc elle a une sauvegarde de couvert, parce qu'elle est Ravenwing relançable, et grâce au Dark Shroud, une de plus. On a donc un énorme pack de corps à corps qui a pour particularité d'avoir une 2+ de couvert relançable, invulnérable, et une file no pain derrière si des fois ça manque. Et des fois ça manque. Voilà, à poil. Les archivistes sont là et là. Samael est là. Le patron piéton est derrière, en connexion avec lui. La bannière est là. L'apothicaire est ici. D'accord. Okay. Et nous allons continuer cette présentation de cette partie en voix off. Bromotimol et moi, bonjour Brom. Bonjour Manix. Donc, nous assistons à ce début de partie. Bromotimol, tu m'as laissé le premier tour. Tout à fait.
alors que tu avais le choix de commencer toi-même. Pourquoi faire ça? Bah, tout simplement parce que en Eldar, quand on peut avoir le dernier tour pour piquer les objets en fin de partie, ça me paraît quand même quelque chose d'assez intéressant. Parce que tu as une grande capacité de mouvement qui te permet de te placer où tu veux sur la table. Exactement. Et un petit jump cut pour avancer plus vite dans cette partie. Donc, sur ce premier tour, nous voyons que j'effectue un mouvement scout, de façon à pouvoir me replacer en fait sur la table et avoir une meilleure emprise. C'est une stratégie que je qualifierais de non pas de oser, mais de passer cul en fait, parce que Braum pourrait parfaitement choisir de cibler certains endroits du pack avec ses tirs, ce qu'il pourrait faire, et tenter une stratégie certes audacieuse, mais qui pourrait payer. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi cette stratégie consisterait? Alors, c'est une stratégie que tu m'as expliquée pendant la partie. Ce qui se passe, c'est que globalement, en utilisant les innombrables fenêtres et bloquants de lignes de vue qui sont à ma disposition, je pourrais tenter de sniper déjà des persos à l'intérieur du pack. Par exemple, au pif, la bannière, l'apothicaire. Et ça me permettrait même de faire un trou dans ce pack, de pouvoir par exemple y poser des motos, de pouvoir bloquer un désengagement, ce genre de choses par la suite. Exactement. C'est-à-dire qu'en scoutant, je te donne la portée du tir. C'est un choix qui peut payer, mais qui, de ma part, puisqu'il me permet en fait de replacer l'entièreté de mon pack et donc de parfaitement gérer la géométrie du pack. Je reviendrai sur la géométrie du pack plus loin, parce que c'est une grande partie des capacités, des habitudes de jeu qu'il faut avoir pour bien jouer ce genre d'armée. Mais le fait de me replacer, vaut-il le coup de prendre le risque de me faire cibler certains personnages? Ça n'est pas évident. En tout cas, sur ce début de partie, je choisis de scouter pour pouvoir me replacer mon pack et donc, chercher à te foutre la pression dès le début. Ouais, pour que je sois complètement reclus sur mon bord de table pour justement pas avoir trop d'occasion d'aller piquer les objectifs en fin de partie. Exactement. On voit d'ailleurs en matière de micro-placement, la façon dont j'effectue mon mouvement possède une méthode, possède une rigueur qui est fondamentale en fait sur ce genre d'armée. Je place systématiquement un Space Wolf à côté de 2 motos. Ou plus précisément, je place ces 2 motos de façon à ce qu'elles puissent attraper les attentions chefs que le Space Wolf va pouvoir envoyer sur les tirs que tu vas faire, pour pouvoir en fait assurer la survie du pack, puisque les motos, elles, ont une de plus de couvert relançable, ce qui n'est pas le cas des Space Wolf. Ce qui permet par exemple de panacher entre les armes qui ont des ignore cover, où on va préférer prendre les dégâts sur les patrons, ou sur les motos quand il n'y a pas d'ignore cover. Évidemment, avec une 2+ reroll. Évidemment, parce que les patrons Space Wolf qui ont une 2+ de sauvegarde plus une 5+ invulnérable, qui représente en réalité une chance sur 9 de prendre un PV, ont donc une meilleure sauvegarde par définition que les motos qui, elles, n'auront qu'une 3+ et une 5+, ce qui est donc moins qu'une chance sur 9 du patron, qui est représenté à une 2+, plus 5+ de fine paye. D'ailleurs, à ce propos, les patrons, ils n'étaient pas équipés avec des boucliers sur cette partie? Ils sont bien sûr équipés donc avec une 3+ invue. Et une 3+ invue au besoin. Évidemment, ça dépend donc de la provenance du tir, de sa qualité, mais je préférerais systématiquement prendre les pins sur les motos, puisque les motos, elles auront une 2+ relançable, plus la fine paint, grâce au Land Speeder, grâce au Dark Shroud pour être exact, et leur pilote émérite. Donc sur ce premier tour, il y a aussi un défaut dans mon placement. J'ai fait le choix de me mettre au milieu de la table pour employer cette stratégie de pression dès le début. A posteriori, quand nous y avons pensé, c'est probablement une erreur, puisque ce placement n'anticipe pas la frappe en profondeur des araignées spectrales que tu as placées en réserve autour d'eux. Tout à fait. Quand on voit par exemple là ce deuxième tour qui est en cours, qui est en accéléré, je n'anticipe pas du tout le fait que tes araignées spectrales vont pouvoir effectuer leur frappe en profondeur derrière mon pack. Ce qui est un souci puisque je ne peux pas, avec mes battle leaders, donc mes gros loups Space Wolf, couvrir l'entièreté du pack. Tu aurais donc la possibilité avec tes araignées spectrales de venir se placer derrière moi.
et de pouvoir taper sur des endroits peu protégés du pack. Voilà, alors c'est une erreur que je vais essayer de rattraper dès le tour 2, puisque là nous venons en fait d'assister, excusez-moi, à ma phase de tir, en fait, à mon turbo boost, qui me permet de replacer un petit peu le pack, et nous remarquons le cordon de loup qui est fait jusqu'au Dark Shroud pour pouvoir bénéficier de la discrétion et donc de la 2+ de couvert. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce cordon ? C'est déjà pour une raison assez simple, c'est de garder le Land Speeder Dark Shroud hors portée de tir de toutes les motos. Exactement. Et puis, voilà, globalement, ça permet d'avoir une emprise sur la table qui est légèrement supérieure. Voilà, ça me permet d'avancer mon pack plus que de raison, tout en bénéficiant encore de mon bonus de sauvegarde de couvert. Mais dans cette configuration-là, il aurait mieux valu que je place mon pack en demi-bulle, en demi-cercle, contre un bord de table, de façon à toujours bénéficier en fait de mes sauvegardes de couvert, et de pouvoir anticiper ton placement d'araignée spectrale. Voilà, parce que ça m'aurait pas forcément facilité la vie au niveau des frappes en profondeur, qui là, sur un tel placement, c'est un peu open bar en arrière de table. J'ai fait un gros Ça arrive. Nous remarquons également que des Dark Angels sont apparus en bas de l'écran, près de nous, à côté du Dark Shroud. Là encore, c'est un Kuntaz. Ces Dark Angels sont en fait représentent des horreurs de Tsenj que j'ai invoquées lors de la phase de psy. Voilà, donc encore une fois, c'est une partie dite à la maison, pas du tout conventionnée en tournoi. Nous représentons certaines figurines par ce genre de Kuntaz. De Kuntaz, voilà. Alors, c'était vraiment une bonne idée, et en soi, on n'y a pas tous pensé à ça dans un premier temps, de prendre de la démonologie sur un Wolfpack, démonologie maléfique évidemment, pour pouvoir invoquer des démons, parce que ça permet de temporiser l'occupation de terrain, de pouvoir faire un peu de maelstrom, de protéger les différents objectifs. Ce qui est très important contre l'Eldar. Oui, bien sûr, puisqu'en réalité, ça permet de combler une des faiblesses principales de ce genre d'armée. Mono-unité. Mono-unité, absolument. En plaçant des petites unités un peu partout sur la table, de façon à occuper les objectifs quand le gros pack va faire son travail de répulsion et d'impact, en fait. Donc là, on est déjà sur ton tour, hein, Brom. Oui. Alors, globalement, ce qui va se passer, c'est que je vais tenter de trouver des petites fenêtres de tir pour essayer de sniper certains éléments du pack. Oui, tout à fait. On voit que ton pack de moto, enfin la grande majorité de ton armée de moto, s'est placée sur un côté de la table, alors que ton chevalier fantôme, que nous appellerons le Jaeger pour les fans de Pacific Rim, se trouve de l'autre côté de celle-ci. Oui, tout à fait. Globalement, j'ai vraiment scindé mon armée en deux. Il y a quand même quelques motos au niveau du chevalier, parce qu'il y avait encore une fois des fenêtres qui me permettaient de tenter des petits sniping. Alors qu'appelles-tu un sniping ? Globalement, c'est se placer de manière à avoir un angle de vue unique sur une seule figurine avec l'entièreté des squads, et si besoin est de carrément cacher une moto qui ne pourra pas tirer, mais ça évitera que d'autres figurines soient éligibles au tir. Donc si je comprends bien, tu essaies d'outrepasser la stratégie que j'ai mis en place. Donc la stratégie, en fait, c'est de la technique, hein, c'est ce qu'on appelle de la micro-stratégie. Dans mon pack, donc de dépasser le fait de devoir d'abord passer les battle leaders, puis de tirer sur les motos, et en fait de me laisser le choix de est-ce que je prends la blessure sur un battle leader ou sur une moto. Tout à fait. En plaçant tes unités de tir de façon à ce qu'elles ne voient que les unités qui toi t'intéressent, puisque à Warhammer 40 000, on ne tue que ce qu'on voit. Exactement. L'avantage, c'est que un de mes GP a quand même minutage parfait. Tu appelles GP les grands prophètes. Le grand prophète, qui me permet de pouvoir tuer les motos qui sont en 2+ reroll, sans devoir passer d'abord par les battle leaders qui ont leur sauvegarde de plus naturelle. Ce qui te permet en fait d'optimiser les tirs de ton armée et l'efficacité générale, le rendement en fait. Si j'arrive à gérer ne serait-ce qu'une ou deux motos par tour, au bout d'un moment, au niveau des sauvegardes relançables de couvert,
Et oui, ça va devenir un peu compliqué. Le pack va devenir moins important, ce qui va permettre aussi de pouvoir un peu plus facilement le contourner. Parce que mine de rien, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le +3 à la charge qui donne une zone de danger assez monstrueuse à ce pack. Exactement. Donc là, nous sommes déjà sur le début de mon deuxième tour. Nous venons de voir la phase de mouvement qui a amené mon pack à reculer, puisque j'ai à ce moment-là compris l'erreur que j'avais fait dès le début. Je suis donc en train de préparer mon armée à se placer de façon à ce que je puisse minimiser l'impact de tes frappes en profondeur, qui vont arriver d'ailleurs au tour suivant. Tout à fait. On a remarqué aussi que les horreurs auront avancé près du bâtiment, parce qu'en réalité, je vous le rappelle, il y a un objectif dans ce bâtiment. Il est donc important que je tienne cette position. Mes scouts qui sont aussi au devant du bâtiment, là on en voit 3 qui dépassent avant que le reste ne soit caché par la ruine. Qui eux sont objectifs sécurisés, ce qui signifie que si tu poses une unité à toi à côté de l'objectif, ce sont tout de même mes scouts qui contrôleront cet objectif. Sauf en cas d'objectif sécurisé de l'adversaire aussi. Exactement. Nous voyons une deuxième escouade d'horreur qui vient d'être invoquée par la première escouade d'horreur. Donc là, nous venons de subir la phase de psy. J'ai lancé évidemment invisibilité sur le pack, je lancerai invisibilité à chaque tour, et il n'y aura dans cette partie jamais une invisibilité qui sera ratée. Est-ce que c'est un gros avantage pour toi que je rate une invisibilité lors d'un tour, ou est-ce que c'est juste un avantage momentané, ponctuel ? Globalement, sur une partie comme celle-là, avec des objectifs, je pense pas que l'invisibilité va fortement m'embêter plus que ça, dans le sens où, de base, même avec le minutage parfait, les dégâts que je vais faire vont rester quand même assez sporadiques, même en saturant. Après, ça va quand même aider à faire un peu fondre le pack, ça c'est clair. Est-ce que je le tuerai ? Ça c'est moins sûr. Et après, même pour le chevalet fantôme en cas de charge, c'est surtout sur le stomp qu'on va compter pour faire le gros des dégâts. Je suis assez d'accord avec toi. Le vrai danger du chevalier fantôme pour moi est qu'il effectue un 6 à son jet pour blesser avec ses canons de force D, puisque cela voudrait dire que je vais perdre un battle leader systématiquement, ou une moto systématiquement. Je vais toujours essayer de passer la blessure sur les motos, parce que le dé de dégâts se fait après l'attention chef en ce qui concerne la force D. C'est donc très dangereux pour moi de vouloir prendre cette force D sur un battle leader, pour 2 raisons. La première, c'est que si tu fais un 6, je perds mon battle leader sec et net et sans pouvoir effectuer un jet de sauvegarde. Mais si jamais tu ne fais pas ton 6, je risque quand même de perdre mon battle leader. Tout à fait. Sur une sauvegarde ratée, et la force D, la sauvegarde invulnérable donc, mais la force D perdre un des 3 points de vie. Et un des 3 points de vie, mon battle leader n'ayant que 3 points de vie, c'est vite arrivé. Et comme nous venons de l'exprimer, donc par ces diverses techniques de sniping, comme tu les appelles, perdre mes battle leaders va te permettre de très vite détruire des morceaux entiers de mon pack. Ce qui est dangereux pour moi, puisque je risque de perdre à la fois de l'impact et de l'étalement dans mon pack. Donc là, on est au début de ton tour 2, on voit les araignées spectrales qui effectuent des frappes en profondeur. Tu as décidé de les mettre au final plutôt en retrait, c'est-à-dire pas dans ma zone de déploiement. Tout à fait. Les frappes en profondeur étaient devenues un peu plus compliquées sur ce tour 2, étant donné ton redéploiement. Donc j'ai décidé dans un premier temps d'aller les placer un peu plus au fond, en me disant que quoi qu'il arrive, ça me permettrait soit de bloquer des lignes de charge sur les motos, pour temporiser un peu la game, soit de pouvoir aller grappiller des points, d'aller tuer quelques escouades de scouts, comme on peut voir la petite escouade de scouts au niveau de la ruine à droite, et globalement de faire de l'occupation de terrain et du maelstrom, parce que dans l'idée, je préfère sacrifier une escouade d'araignées spectrales que de perdre une escouade de moto objectif sécurisé qui en fin de partie peut complètement changer la donne. Et oui, puisque tes motos, à l'instar de mes scouts, peuvent prendre un objectif, même si une unité à moi se trouve à côté de celui-ci en fin de partie. Sauf si bien sûr il est objectif sécurisé, mais moi je n'ai que 2 escouades de scouts, là où toi tu as, si je ne m'abuse, 6 escouades de moto. Et c'est justement là le principe de la chose, c'est qu'avec mes araignées spectrales, je vais tenter dans la partie assez rapidement de grappiller ces escouades d'objectifs sécurisés pour annuler cet avantage
et qu'il ne reste plus que des unités objectifs sécurisées côté Eldar. Alors, sur ce début de tour 2, on voit se mettre en place la stratégie, la macro-stratégie, donc la stratégie de l'ensemble de la game, je dirais pour être plus précis, comment placer ces unités au bon endroit pour embêter au maximum le méchant. Donc moi en l'occurrence. Tu es en train de placer tes armées spectrales en fait de part et d'autre de mon pack. Ce qui va être un terrible problème pour moi parce que je ne vais pas pouvoir charger toutes ces unités en même temps. Or il n'y a que 5 tours dans cette partie. Et si je veux pouvoir m'assurer d'avoir des objectifs en fin de partie, il faut que je puisse détruire toutes les armées spectrales. Donc là, on est sur le tour où je paye en réalité l'erreur que j'ai fait au tour 1, puisque si j'avais fait la bulle de protection dont j'avais parlé au premier tour, tu n'aurais pas pu placer des armées spectrales derrière mon pack, et donc mon pack, sur les tours suivants, aurait simplement avancé inexorablement, détruisant les packs d'armées spectrales, escouade par escouade par escouade. Mais ça aurait donc impliqué que toute la table derrière mon pack aurait été complètement sécurisée pour mon camp. Tout à fait. Le problème, c'est que pour sécuriser, il faut pouvoir invoquer soit des unités, soit avoir un peu plus d'escouades derrière. Le principe de cette stratégie, c'est aussi de causer des petits dilemmes à l'adversaire, qui va se demander, surtout dans le cas d'une armée mono-unité, de dépaquer certaines parties de l'escouade, ce qui risque de fragiliser un peu le pack principal, et surtout d'avoir des escouades un peu esselées, qui pourraient peut-être être attrapées par toutes les motojets qui se trouvent au fond et qui n'attendent que ça. Oui, absolument, puisque ces motojets, comme tu l'as signalé avant, ont pour objectif de survivre le plus longtemps possible. Or, j'ai une armée qui a de l'impact au corps à corps et très peu au tir. Donc, pour pouvoir attaquer tes motojets, il faut que je puisse les charger. Mais si je charge tes motojets là, en l'état, à ce tour 2, ce que je pourrais en fait faire à partir du tour 3-4, en avançant l'entièreté de mon pack vers là où se trouvent tes motojets, eh bien, je risque de te laisser tous les objectifs à cause des araignées spectrales, à cause des escouades d'araignées spectrales que je ne peux pas vraiment détruire au tir, même au tir psychique avec les horreurs. Et encore plus de ça, il y a aussi le fait que j'avais fait arriver 2 escouades d'araignées spectrales assez proches des motos, justement pour pouvoir temporiser, couper un peu des lignes de charge qui m'auraient permis de faire des turbo boosts pour aller chercher un peu de réconfort du côté du chevalier fantôme. Oui, bien sûr. Et par extension, par la suite, de faire un turbo boost de l'autre côté de la table sur le flanc droit, qui n'a pas encore, si je me souviens bien, d'invocation, et donc pas grand chose qui pourrait venir m'embêter plus que ça. Oui, car n'oublions pas que le chevalier fantôme est invisible, il est donc difficile, non pas impossible, mais difficile pour ma grosse escouade de le détruire d'un coup. Dans les versions évoluées et améliorées de la liste, ça sera une version possible, principalement par l'ajout d'un inquisiteur de l'Ordo Xeno, qui possède un équipement assez fort tout de même, hein, les grenades à radiation. Les grenades à radiation, ouais. Qui enlève d'endurance à ton unité quand je la charge ou quand elle me charge. Ce qui fait quand même des blessures sur 2+. Hein. Et relançable puisque je suis ennemi juré. Ce qui va commencer à faire beaucoup. Mais dans cette version du pack, non, je n'ai pas encore cette technologie. Alors qu'est-ce qu'on appelle une technologie ? C'est en fait un choix qui est effectué dès lors de la construction de la liste et qui a pour objectif de donner un avantage contre certains match-up. Dans un cas donné, en fait. Voilà. En fait, l'idée de l'inquisiteur qui arrivera quelques semaines après que cette vidéo ne soit enregistrée a permis de complètement débloquer le match-up contre l'Eldar. Puisque je me retrouve dans la capacité de pouvoir répulser ton chevalier fantôme, ce qui n'est pas le cas actuellement, et nous verrons à la fin de la partie que cela va me poser un problème. Donc là, nous attaquons mon tour 3, je suis en train de me placer de façon à pouvoir charger des araignées spectrales sur plusieurs fronts à la fois. Ce qui n'est pas simple à faire puisque lors d'une charge, je dois pouvoir envoyer toutes mes unités contre l'unité que je charge, que toutes ces figurines de l'unité doivent se déplacer du mouvement maximum si elles le peuvent pour atteindre une figurine adverse. Et puis, quand elle ne peut plus atteindre une figurine adverse, elle doit quand même se trouver en cohésion d'unité avec une figurine qui a déjà bougé. Ce qui contraint en fait mon mouvement général de charge. Je ne peux pas étaler comme un spaghetti l'entièreté de mon pack. J'ai donc choisi sur cette partie de faire deux
unités différentes. J'ai donc mis Samael et quelques battle leaders sur le côté droit de la carte et le reste le gros de l'escouade sur le côté gauche. Pourquoi ? Puisque tu auras toi déplacé une escouade d'araignée spectrale dans le coin droit de la carte, tout à fait dans le coin. Tout à fait. Pour attraper les 2 serviteurs qui étaient lâchement cachés dans la ruine. Et oui, et tu auras échoué d'ailleurs, hein, de tout mémoire. À fait. Lamentablement échoué. Voilà, Timmy et Timmy se seront jetés au sol et auront humilié ton escouade d'araignée spectrale. Donc voilà, je turbo boost avec la première escouade, donc l'escouade de Samael, pour aller chercher tes araignées spectrales que je n'atteindrai qu'au tour suivant. Puisque je suis un peu trop lent pour charger. Nous voyons donc une autre escouade d'horreur là qui a été invoquée et qui court à présent. Et la deuxième escouade, donc le gros du pack, va détruire une escouade d'araignées spectrales. Ce qui n'est pas rentable en fait en matière de gestion de l'ensemble de la game, puisque je ne vais détruire ce tour-ci, donc à mon tour 3, quand même déjà, qu'une escouade d'araignées spectrales. Et ça va me coûter très cher sur la fin de la game. Oui, tout à fait. Ça va ça va beaucoup temporiser la game, qui pour moi est un gros avantage. Pendant qu'il s'occupe des araignées spectrales, il ne peut pas s'occuper de tout le reste de l'armée. Et quand il y a encore 24 motojets objectifs sécurisés qui sont au fond de table et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que le corps à corps finisse pour retenter une salve de tir. Et oui, parce que ça te permet donc de protéger tes motojets. Donc tu appliques parfaitement la stratégie que tu as mis en place dès le début. C'est des diversions. Tout à fait, et des diversions que je suis obligé de travailler et de détruire, puisque sinon, celles-ci vont à la fois marquer du maelstrom en détruisant des unités, typiquement les 2 serviteurs, ou en se plaçant sur les objectifs, et ou en détruisant certaines unités. Enfin, ça va être compliqué pour moi, donc je me dois de détruire ces unités. D'ailleurs, on voit que c'est ce qui vient de se passer pour ton escouade d'araignée spectrale qui vient de mourir dans d'atroces souffrances. Tout à fait. Voilà, elle n'en demandait pas tant. M'octroyant un premier sang. Nous allons donc attaquer ton tour 3, ce qui, si je ne dis pas de bêtises, a déjà commencé. Et oui, puisque tu déplaces tes araignées spectrales, tu t'apprêtes donc à charger lâchement mes escouades d'horreur invoquées qui n'ont rien demandé à personne. Oui, en fait, je tentais un petit coup de poker, sans ni plus ni moins. D'ailleurs, je crois, mais je n'en suis pas sûr, que le pack qui avait été invoqué à côté des horreurs qui sont en fait des Dark Angel était plus des sanguinaires. Mais j'ai un doute là-dessus, parce que je crois que ça m'avait causé un petit dilemme. Il est vrai. Pour être exact, l'escouade qui se trouve à côté du maître, donc l'escouade qui se trouve en fait au centre table là de l'écran, donc l'escouade légèrement décalée des 2 autres escouades d'horreur, donc les Dark Angel et les cultistes. Celle-ci, cette escouade hétéroclite entre le maître et les 2D, cette escouade est une escouade de sanguinaires. J'ai invoqué cette escouade de sanguinaires parce que les sanguinaires ont une PA3 au corps à corps. Et que tes araignées spectrales... On ne se garde 3+. Donc généralement, ça fait du steak haché. Voilà. Bon, j'étais clairement enfermé dans la situation, donc j'ai tenté un coup de poker en me disant je vais tenter une charge sur une escouade d'horreur. Si ça peut permettre d'en tuer une sur les 2 avec un test de dématérialisation un peu loupé. Bah oui, parce qu'en réalité, tu échangerais dans ce cas-là un kill point par un kill point, donc tu serais tout à fait rentable. Cette escouade, en plus, va me coûter, quoi qu'il arrive, un tour de gestion, même si ce sont mes sanguinaires qui les occupent. L'objectif, c'est que ça arrive, parce que si c'est mon pack qui te gère tes spectrales, je ne vais pas pouvoir faire autre chose de mon pack. Mon pack là est très excentré par rapport au reste de la table, ce qui va me poser un problème dans les tours suivants si jamais je ne ramène pas mon pack. Sachant que ce n'est pas dit à ce niveau-là, j'avais choisi de faire cette stratégie-là, car j'avais la possibilité de pouvoir me désengager en fin de corps à corps, et de pouvoir me désengager sur le coin de table plus proche du pack, donc en fait pour refaire une diversion. Donc en fait de revenir à l'endroit où tu étais quasiment au début avant du déplacement, tout à fait. Ce qui reposait la problématique de la gestion de cette escouade, car au fur et à mesure du temps, elle aurait pu continuer à grignoter un peu des horreurs par des petites salves de tir, des charges. Les sanguinaires seraient arrivés à un moment ou à un autre, mais peut-être trop tard. Mais peut-être un petit peu trop tard. D'ailleurs, je remarque que ta deuxième escouade d'araignées spectrales va tenter une nouvelle fois de tuer mon Timmy, mon serviteur. Tout à fait. Et qu'elle y arrivera cette fois-ci. Elle y arrivera cette fois-ci. Je crois qu'elle y a réussi. Eh oui, elle y arrivera cette fois-ci. Quand même, il faut quand même 2 escouades d'araignées spectrales pour tuer un serviteur, c'est quand même fort. Oui, c'est hors stat. On dira ça comme ça. Donc, ma deuxième escouade qui se trouvait à côté va ensuite évidemment charger cette escouade pour en détruire la menace.
Tu rapproches cette escouade de mon pack en voulant essayer de tirer sur les serviteurs. Oui, tout à fait. N'est-ce pas dangereux ? Oui, c'était un petit danger que je voulais prendre. C'était encore une fois un capé pour un capé, dans le sens aussi où ces serviteurs étaient sur un objectif, que si je peux les déloger alors qu'au niveau de l'invocation tu n'étais pas placé pour pouvoir réinvoquer tout de suite ici, ça m'aurait permis de te forcer à bouger tes archivistes à proximité de cette zone pour pouvoir réinvoquer une escouade qui pouvait tenir cet objectif en fin de partie. N'aurais-tu pas eu intérêt à placer cette escouade d'araignée spectrale dont nous parlons, qui va donc tuer un serviteur, à placer cette escouade d'araignée spectrale plus directement contre le bord de table, totalement contre le bord de table, pour forcer mon deuxième pack, le pack de Samael, à venir les chercher? Bah après, en soi, je savais qu'elle se serait fait attraper au niveau du mouvement. Les deux serviteurs étaient bien cachés dans le coin. Les angles de tir n'étaient pas évidents. Donc je pense qu'il y avait peut-être aussi un peu de ça. Mais tu me donnes l'occasion de pouvoir replacer mon pack tel que je le veux avec sa stratégie. Alors c'est un choix. Je ne sais pas s'il est meilleur. En tout cas, dans la configuration d'un jeu d'équipe, dans la configuration où le capitaine de l'équipe demande à ses joueurs de jouer de façon sécuritaire, il aurait peut-être mieux fallu placer les araignées spectrales au fond de la carte pour pouvoir se débarrasser d'une partie du pack. Là, tu es dans la configuration où ton capitaine t'aura demandé d'aller, comme on dit, chercher du point, c'est-à-dire tenter quelques petites actions qui permettent, si elles passent, eh bien, d'enfoncer le clou, et si elles ne passent pas, vont te coûter peut-être 1-2 points sur la partie. Mais chercher du point ne signifie pas tenter un truc complètement délirant. Non, et puis je pense que ce qu'il y avait aussi, c'est que ma personnalité d'Eldar fait que je n'ai pas du tout accepté l'échec de ne pas avoir réussi à tuer ce serviteur. Hein. Je pense qu'il y avait clairement de ça aussi. Donc péché d'arrogance. Tout à fait. Très bien, très bien. Donc tu as détruit ce serviteur, à ce que je vois. Tu as déplacé ensuite tes araignées spectrales lors de la phase d'assaut. C'est ce que tu es en train de faire là à présent. Donc finalement, tu décides de ne pas charger ma dernière horreur qui a survécu. On voit cette horreur là dans le coin gauche de la carte entre deux Dark Angel, qui a donc survécu à une belle rasade de tir et se rit de toi. Tout à fait. Pourquoi choisis-tu cette escouade du coup de la ramener vers ce bord de la carte plutôt que de charger ? Bah déjà, je pense que justement il y a cette escouade de sanguinaire qui m'a quand même fait hésiter sur la charge. Je me suis dit, si je craque mon test de désengagement, qui est un test d'initiative, donc sur un 6 c'est toujours un échec. Donc une chance sur 6. Voilà, une chance sur 6. C'est peut-être que 17% de chance de le rater, mais je préférais prendre en considération le fait de devoir occuper la deuxième partie du pack pendant un tour de plus et laisser cette horreur tranquille pour le moment. Peut-être qu'à un moment elle se fera tuer par une autojet. On aura remarqué d'ailleurs que c'est une stratégie qui paye, puisque tu m'auras amené à hésiter à envoyer ou pas un archiviste pour détruire ton escouade d'araignée spectrale. Enfin, cette escouade d'araignée spectrale me pose un problème. Je vais devoir la détruire, sinon elle va contester l'objectif que j'essaie de protéger avec mes horreurs. Là, tu l'as placée de façon à ce qu'elle soit hors de portée de charge des sanguinaires. Mon pack, si je ne le ramène pas au centre, va devenir un problème, va être inefficace, inopérant. Et je choisis donc finalement d'envoyer 2 battle leaders contre ton escouade d'araignée spectrale. Et ça risque de faire mal. Oh, ça risque de les détruire, même de les humilier, de les écraser dans le sol, d'en faire de la purée, de la charpie, et de les faire rentrer dans une petite boîte, n'est-ce pas ? Tout à fait. Enfin, ce qui compte, c'est de s'amuser, et c'est vrai que c'est le genre de blague qu'on fait aussi en pleine partie. Et tout de suite, l'instant blague. C'est comme le qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Ouais. Ça, t'en as un autre que j'aime beaucoup, c'est on ne marche pas 2 fois sur le testicule d'un aveugle. Quel humour. Quel rire. Donc ça, c'était le rire d'Ogresome. Rire très communicatif. Bon, donc reprenons ce commentaire là où nous l'avions laissé. On se retrouve donc sur ce tour 4 déjà. Et c'est là si nous prenons le temps de regarder un petit peu la physionomie de la partie, on se rend compte qu'il y a un problème dans la façon dont le Dawolf aura géré cette partie, puisque je devrais à ce moment-là de la partie m'être débarrassé des araignées spectrales et être déjà en train d'avancer vers toi. Or, comme je n'ai pas eu le temps de gérer les araignées spectrales
avec l'erreur que j'ai fait dès le début, c'est toi qui a avancé ton chevalier fantôme. Donc actuellement, il est derrière la ruine que nous avons à peu près au milieu de l'écran. Et ça va me poser un problème si jamais on s'arrête pas au tour 5. Ouais, globalement, pour faire un point sur la situation, on se rend compte qu'à aucun moment, les 3 quarts de mon armée ont été en danger. J'ai juste offert 6 escouades d'araignées spectrales en pâture au duel d'art, à Slanesh même. Tu m'as donné à manger, en fait, comme on dit dans le jargon, j'allais dire. C'est-à-dire que tu m'as donné certaines escouades que j'allais gérer, que j'allais détruire, que j'allais charger, mais tu les as données en temps et en heure, comme toi ça t'arrangeait, non pas comme moi ça m'arrangeait de les détruire. Donc, en fait, tu as gagné du temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenté une stratégie qui a été payante. Tu es en fait rentré dans le jeu. J'ai été idiot. Et globalement, c'est plutôt pas mal parce que je me retrouve à avoir mes motos, même qui ont légèrement avancé, elles sont pas complètement collées contre le coin de la table. Et mine de rien, ça, c'est déjà un signe que je peux commencer à prendre position, même jusqu'à quasiment l'autre bout de la table. Et c'est un gros avantage pour aller attraper les objectifs. D'ailleurs, on remarquera qu'au tir, tes motojets n'auront pas fait grand dégâts. Probablement quelques PV sur les battle leaders, peut-être une moto par-ci par-là. Mais je crois que à part les tentatives qui ont pour la plupart échoué de tuer quelques membres du pack, j'ai pas vraiment brillé sur les dégâts des tirs, hein. Mais bon, un pack invisible, c'est-à-dire touché sur du 6 avec des sauvegardes qui sont souvent 2+, voire même des 2+ relançables quand c'était pas les squads. Et avec une insensible à la douleur en plus. Enfin, exactement, ça histoire de. Ça fait beaucoup. Alors là, on est dans la situation typique dans laquelle j'aimerais me retrouver en tour 3. Car si j'étais en tour 3, j'aurais encore 2 tours pour venir repousser tes motos, et ça me suffirait largement pour assurer entre 8 et 12 points que la partie est censée me rapporter. Or, là nous sommes déjà en tour 4 et en fait, bientôt à mon tour 5. J'ai donc 1 à 2 tours de retard. Simplement parce que tu as placé tes araignées spectrales comme il fallait, parce que moi je n'ai pas placé mon pack comme il fallait. Bien sûr, les araignées spectrales ont été détruites, celles qui étaient dans le côté gauche de la carte ont été détruites par les battle leaders. Ces mêmes battle leaders qui sont trop loin pour que tes motos puissent leur tirer dessus. Par sécurité, évidemment, je ne voudrais pas perdre un battle leader supplémentaire, te donner un kill point de plus sur cette game, mais le fait que je l'ai fait trop tard va me coûter en fait la game. Va me coûter le fait que tu vas pouvoir placer tes motos pour aller contester les objectifs en fin de partie. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mine de rien, les araignées spectrales, elles n'ont pas fait que mourir, elles ont fait un peu de dégâts. Elles ont surtout, par exemple, tué une escouade de scouts qui se trouvait dans la ruine qui est sur la droite, là où actuellement... Qui protège le chevalier fantôme. Voilà, là où actuellement j'ai le chevalier fantôme, tout à fait. Et c'est quand même une escouade objectif sécurisée en moins. Du coup, bon, cette escouade-là se rentabilise sur sa perte parce que c'est une escouade pour une escouade. Il reste toujours l'autre escouade de scouts. Mais elle se rentabilise même plus, elle est plus que rentable puisqu'elle va te permettre de monopoliser cet objectif en fin de partie. Ce qui n'aurait pas été le cas si jamais mes scouts auraient survécu. Et sachant que la ruine bloquait de telle façon les lignes de vue qu'il était très difficile pour tes motos d'aller les chercher au tir. Sans me mettre à portée de charge du pack. Voilà, donc encore une fois, mon Wolfpack est bien placé, mais trop tard. Tout à fait. Tout ça à cause d'une erreur de placement de ma part au début. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent à Warhammer 40 000, mais comme dans tous les jeux de stratégie, ce n'est pas le dégât qu'on fait qui compte en réalité dans un tel match, dans un match serré, technique, compliqué non pas sur la façon dont on doit gérer la stratégie générale, puisque la stratégie générale, on l'a bien montré, on l'a bien démontré, on l'a bien vu pendant cette partie. Pour le Wolfpack, elle consiste à nettoyer un tiers de table et avancer petit à petit vers l'adversaire pour forcer l'adversaire à reculer. Le pack ayant une portée de charge suffisante pour forcer les motojets à reculer contre un coin de table. Et en tout cas les empêcher d'aller turbo-booster derrière lui, c'est-à-dire au-delà des 48 pas derrière lui pour aller contester les objectifs. Mais ça, il ne peut le faire qu'à condition d'avoir nettoyé les unités orbitant, j'allais dire, autour, donc les araignées spectrales, les unités de moindre intérêt, mais qui m'obligent à m'occuper d'elle pendant les quelques premiers tours. Et si je ne l'ai pas fait assez tôt, je me retrouve dans la situation dans laquelle je suis actuellement, qui va me poser problème, qui va me coûter la game. Parce que, encore une fois, on a parlé au
au début de la partie de cette, alors je sais plus comment était ton terme, mais de la physionomie du Wolfpack, hein, qui a beaucoup d'avantages, une grosse distance de charge, elle fait peur parce qu'elle est très percutante, très solide, mais c'est qu'une seule unité, qui, pour avoir un minimum d'emprise, doit s'aérer au maximum. Ce qui se passe, c'est qu'en s'aérant, elle peut créer des failles dans sa défense, parce qu'il va y avoir souvent les 3 ou 4 patrons qui vont être sur l'avant-garde, et suivis derrière par les motos. C'est là qu'on parle de géométrie du Wolfpack, en fait. C'est là que je dis la géométrie. Qu'il faut systématiquement que je place une moto, un battle leader, une moto, un battle leader, une moto, un battle leader, de façon à assurer l'empreinte de mon pack sur la game. Or là, je ne peux plus le faire, enfin je n'ai pas le luxe de le faire comme je le voudrais. Oui, parce qu'au fur et à mesure que les frappes en profondeur arrivaient, tu étais souvent manœuvré, ce qui te coûtait des fois la vie de quelques loups. Mais mine de rien, ce loup, c'est peut-être une petite figurine qui n'est pas très impactante, mais qui permet de faire une empreinte du pack beaucoup plus importante et du coup de pouvoir attraper plus facilement des escouades ou d'en inquiéter beaucoup plus. Bah oui, puisqu'en plaçant un loup, derrière une moto, derrière un battle leader, en fait, j'occupe une place beaucoup plus importante que si jamais toutes ces unités sont en boule. Tout à fait. Tout bêtement. Et c'est ce que tu es en train de mettre en lumière, c'est-à-dire que là, tu as joué de telle façon à m'empêcher de placer mon pack comme je le voudrais idéalement, et ce qui va me forcer à me reclure en fait sur mon coin de table pour assurer les 2 objectifs que j'ai réussi à peu près jusque-là à protéger. Ce qui se passe après, donc, c'est que pour le moment, j'ai eu sur une bonne partie de la game, grâce encore une fois aux araignées spectrales, pu grappiller quelques points Maelstrom, parce que les motos qui étaient en arrière, elles avaient quand même 2 objectifs en fond de table. Et souvent, il y avait toujours une escouade d'araignées spectrales qui me permettait de faire l'appoint pour choper ce 3e objectif qui permettait de marquer des objectifs Maelstrom qui peuvent rapporter 2 points, comme avoir 2 fois plus d'objectifs que l'adversaire, contrôler 3 objectifs. Voilà, donc tu marques plus de Maelstrom que moi parce que en fait, au final, tu me repousses plus que tu devrais. Et donc là, on voit que j'attaque le tour 5 et précisément à l'Eternal War, c'est-à-dire au scénario objectif, je me trouve dans la panade. C'est-à-dire qu'il faut que je cherche d'une façon ou d'une autre à m'assurer un maximum d'objectifs, parce que si je ne le fais pas, tu vas vraiment marquer un score très important. Oui, tout à fait. On se retrouve vraiment dans une situation défensive qui est dû au fait que quand l'Eldar a le dernier tour, il faut absolument sécuriser un maximum d'objectifs. En particulier parce que, à part les squads de scouts qui, je ne sais plus s'il était toujours en vie ou si je n'avais pas réussi justement à la tuer à ce tour-là. En fait, au point où nous en sommes, il y a un scout qui est caché derrière qui est dans le mur. Voilà, derrière le grand bâtiment. Et mes Volga Battle Leaders, qui sont des personnages indépendants, bien qu'ils aient des loups avec eux, ont rejoint ce scout. Pourquoi je fais ça ? Je fais ça pour en fait avoir une unité super OP, mais qui tient. Objectif sécurisé, voilà, exactement. Objectif sécurisé, et qui soit assez endurante pour être capable d'encaisser les quelques tirs que tu vas de toute façon devoir m'envoyer sur cette escouade pour tenter un coup. En réalité, tu vas même faire encore autre chose, mais nous allons le voir en image plus tard. Et j'ai mon 2e pack donc qui est en train de se placer de façon à essayer de sécuriser au maximum le 2e objectif qui se trouve sous la 2e ruine qui se trouve devant moi actuellement, et le placer de telle façon à ce que si tu décides de me charger avec ton chevalier fantôme, avec ton Jaeger, que je ne prenne pas trop de dégâts au final pour toujours, là on s'arrête en tour 5, donc en tour 5 je vais contrôler certains objectifs, peut-être, toi tu vas assurément contrôler au moins 2. Le scénario se composant en 3 parties, l'Eternal War, donc contrôler les objectifs en fin de partie, le Maelstrom qui consiste à marquer des objectifs pendant la partie, donc ce sont des actions à réaliser en fait, que ce soit contrôler un objectif donné, que ce soit détruire un certain nombre d'unités pendant un tour, que ce soit détruire un personnage, et j'en passe, et marquer des kill points. Là on va en marquer peu des kill points, puisqu'au final tu m'auras détruit peut-être 1-2 escouades, je t'aurais détruit un peu plus d'un spectral, donc je vais être un petit peu devant Maelstrom, tu vas être un petit peu devant je vais être un petit peu devant OKP, voilà, en annihilation, et tu vas être un peu plus devant au Maelstrom. Et donc en fait tout va jouer sur l'Eternal War, tout va jouer sur cette prise d'objectif. Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à un moment ou à un autre j'aurais été obligé de m'avancer, car en effet j'avais 2 objectifs de mon côté
mais j'avais l'objectif 6 et sur le scénario actuel, il n'y a que les 5 premiers objectifs qui rapportent des points fin de partie. 3 points pour être exact à chacun. Et du coup, je vais devoir aller grappiller à la fois les 2 objectifs qui sont protégés par les 2 packs, ainsi que l'objectif qui est protégé par le scout qui était rejoint par 2 patrons, c'est ça ? Absolument. 2 patrons sur loup. Et après, j'ai celui que j'ai sécurisé dans la ruine avec le Jäger et un autre objectif chez moi qui est sécurisé par une escouade d'araignées spectrales. J'ai pas besoin d'aller envoyer des escouades d'objectifs sécurisés là-bas, il ira jamais les chercher. Alors, j'ai fait une terrible erreur sur cette fin de partie. J'ai oublié complètement que tes motojets pouvaient atterrir au-dessus de l'objectif sur les ruines. Et oui, en fait, les objectifs qui étaient donc, du côté de Manix se trouvaient vraiment juste en dessous des étages. Et les bâtiments Games Workshop, ayant des étages faisant exactement 3 pouces, en me plaçant juste à l'étage au-dessus et à hauteur de cet objectif, je me retrouvais à contrôler cet objectif tout en bypassant le pack. Et oui, parce qu'il m'aurait suffi de mettre une figurine, par exemple un petit loup, au-dessus, enfin au niveau de cet étage, pour t'empêcher cette solution. Et dans la précipitation de la fin de partie, j'ai complètement oublié cette option. Alors, c'est une erreur qu'on ne fait jamais en tournoi, en partie, en partie sérieuse, puisque là, comme on l'a vu plus tôt, c'était une partie où la cool, où on disait quand même aussi beaucoup de conneries autour de la table. Mais ça, c'est une erreur qui ne doit jamais arriver ni se produire. C'est une erreur qui va me coûter 6 points de partie, ce qui est colossal, 6 points de partie, puisqu'on calcule au différentiel des points le score de chaque joueur. Et c'est même pire que ça, parce que ça te fait perdre 6 points et ça m'en donne 6, donc un différentiel total de 12 points. De 12 points, et c'est terrible. Enfin, c'est une erreur absolument grotesque de ma part. Si la partie s'arrêtait en tour 5, ceci dit, et que j'avais intelligemment placé mes loups pour t'empêcher, car j'en avais le mouvement, j'en avais la possibilité, on finirait probablement sur un 13-7 pour toi. Bon, c'est tout à fait probable. Oui, puisque tu es... J'aurais quand même eu 3 objectifs. Absolument, à cause de ton chevalier fantôme. Voilà, un petit ascendant sur le maelstrom, mais qui va compenser l'avantage que tu auras eu au niveau des points d'annihilation. Tout à fait. Et je me retrouve donc avec 3 points de plus. Et puis, après, je ne connais pas quels étaient les autres points, mais je pense qu'on était sur du 12 ou du 13. Oui, tout à fait, on était dans ces eaux-là. Mais cette erreur cruelle que je commets à la fin va transformer le 12-13 que tu mets sur cette partie en un 16-17, quoi. Qui est une victoire majeure pour une petite erreur de placement, mine de rien. Alors, une petite erreur en matière de technique, mais qui est une grave erreur en matière de niveau de jeu. Il ne faut absolument pas faire ça, et c'est tout à fait indigne d'un bon joueur de faire une connerie comme ça. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça arrive parfois un petit moment d'inattention, et malheureusement, sur une armée par exemple comme le Wolf, les erreurs se payent parfois très cher. Tout à fait. Comparé à une armée comme l'Eldar qui est plus permissif sur ce genre de faute, parce que l'Eldar bouge à toutes les phases déjà de base. Et oui, parce que une armée comme le Dark Angel Space Wolf est une armée qui se joue extrêmement en micro. Beaucoup de techniques, beaucoup de petits placements, beaucoup de bonne gestion. Il faut vraiment gérer son armée sur toute la partie. C'est une armée qui demande énormément de rigueur. C'est une armée qu'on va bien jouer si on la joue intelligemment, note par note. Là où l'Eldar peut se permettre des petits écarts de placement, de tir, même de craquage, de manque de réussite, soit au tir, soit au test de morale, tu as toujours une telle mobilité que tu peux rattraper ce genre d'erreur à la fin. Voilà. L'idée dans l'Eldar, c'est de toute façon d'avoir un plan global, d'avoir une bonne macro-gestion, donc une gestion globale de toute la table, d'une stratégie. Là où le Space Wolf, il doit y avoir à la fois l'anticipation quasiment d'un tour à l'avance de ce que l'adversaire va faire, surtout contre une armée aussi mobile que l'Eldar. Tout à fait. Et en plus de ça, énormément de micro-gestion, parce que le moindre placement un peu loupé qui permettrait d'atteindre tel ou tel perso, parce que l'attention chef ne permet pas de rebalancer les blessures sur les motos qui ont leur sauvegarde relançable, peut provoquer assez rapidement des grosses pertes. Et ne serait-ce que perdre un patron au tour 1 ou au tour 2
sur un pack de loup fait que l'on ne peut plus rentrer tête baissée dans un chevalier fantôme parce qu'on n'a plus assez d'attaque de move pour le tuer net. Voilà, ce qui va coûter rapidement la partie. Eh bien, mon bon Matimol, sur cette belle fin, sur cette belle conclusion, nous allons rendre l'antenne, comme nous avions l'habitude de dire. Merci beaucoup. Bah, merci à toi aussi. Et à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo épisode. Et un nouvel épisode. Voilà. Au revoir à tous. Allez, ciao ciao.